Thank you, President of. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Présidente de la 80e session de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, chers amis. Les Nations unies ont été créées il y a 80 ans pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Et afin de bâtir un monde prospère, un monde se relevant après la destruction entraînée par le conflit mondial. Les nations du monde se sont engagées à promouvoir la paix, le développement et les droits humains en s'appuyant sur le droit international. Aujourd'hui, plus que jamais, nous demandons que soient respectées les valeurs des Nations unies et que soit respecté l'objectif de l'organisation. Nous sommes appelés à promouvoir la solidarité entre les nations. Nous sommes appelés à promouvoir le multilatéralisme et à sauvegarder les institutions qui le permettent. Notre collaboration avec les organisations et la communauté internationale démontre bien notre détermination à lutter contre la pauvreté et à permettre l'emploi et nous attaquer aux causes profondes des inégalités. Notre politique étrangère obéit non seulement aux besoins de notre peuple, mais également aux besoins du continent africain et de l'hémisphère sud. Inspirée par notre propre histoire, l'Afrique du Sud s'évertue à maintenir la paix mondiale et à régler tous les différends internationaux grâce au dialogue et à la négociation, et non pas par les armes. Par conséquent, nous nous félicitons des solides partenariats conclus entre l'Union africaine et les Nations unies afin de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain. Cette année, l'Afrique du Sud a l'honneur de présider le G20. C'est la première fois qu'un sommet de dirigeants du G20 se tiendra en Afrique, berceau de l'humanité. La présidence sud-africaine du G20 portera sur les thèmes égalité, solidarité et viabilité. Afin que ce thème prenne tout son sens, nous avons invité les pays du G20 à se rallier à nous pour conférer la priorité aux domaines suivants. Premièrement, nous essaierons de voir comment renforcer la résilience face aux catastrophes et comment faire pour faire face à la fréquence de plus en plus notoire des phénomènes météorologiques dus au changement climatique. Deuxièmement, nous voulons également veiller à ce que la dette des pays à bas revenus soit viable. Pour ce faire, il faut trouver des solutions novatrices pour que ces pays puissent avoir une économie stable sans s'effondrer sous le poids de la dette. Ensuite, il faut encourager les investissements dans l'énergie renouvelable et les technologies durables, et donc agir sur le plan financier et économique, sans toutefois oublier notre source d'énergie. Quatrièmement, il s'agit également de tirer parti des minerais critiques pour promouvoir une croissance durable et le développement à long terme grâce à des processus à valeur ajoutée en sachant utiliser ces minerais à la source, là où ils sont extraits, et ce, dans l'intérêt des communautés locales. Ces priorités reflètent l'engagement de l'Afrique du Sud à relever les défis mondiaux et à promouvoir la croissance durable et le développement à long terme. La présidence sud-africaine du G20 est une occasion en or pour l'Afrique du Sud de préconiser le programme de développement de l'Afrique. C'est également pour nous l'occasion de faire entendre haut et fort les voix de l'Afrique dans la gouvernance économique mondiale pour un continent qui se développe. En tant qu'État membre des Nations unies, nous avons tous adopté les objectifs de développement durable. Néanmoins, nombre de ces objectifs nous échappent.
Pour de multiples raisons, de nombreux pays échouent à mettre en œuvre ces objectifs de développement durable. Parmi ces raisons, citons le manque de ressources financières pour assurer les progrès requis pour atteindre ces objectifs. Nombre de pays en développement, notamment en Afrique ou dans l'ensemble de l'hémisphère sud, ne disposent pas du capital suffisant pour financer la réalisation des ODD. Ces pays sont endettés et ils paient plus pour le service, beaucoup plus, mais pour le service de la dette que pour le secteur de l'éducation. En réalité, ces pays constatent que leur service de la dette est même beaucoup plus onéreux que pour les pays du Nord. La solidarité est de mise avec des règles justes en matière de prêts, notamment pour les pays du Sud. Et ceci nous permettrait d'honorer nos engagements communs. Grâce au processus du G20, nous essayons de forger un consensus afin de voir comment ce problème pourrait être réglé, y compris en réformant les institutions financières internationales, en particulier les banques multilatérales de développement, et ce, afin de mieux relever les défis mondiaux rencontrés par de nombreux pays. Le système commercial multilatéral doit être réformé, comme cela a été montré. Par ailleurs, l'OMC reste la seule organisation multilatérale à même de remédier aux dissensions en matière de commerce international. Le commerce reste un des instruments les plus importants pour mobiliser les ressources mondiales en faveur du développement. Il est préoccupant de constater que des chocs géopolitiques et l'instabilité des politiques économiques mondiales mettent en péril l'économie mondiale et risquent de tarir des sources essentielles pour le développement. En réalité, le commerce est désormais utilisé comme arme contre un certain nombre de pays. Nous devons donc redoubler d'efforts. Nous devons resserrer les liens entre le commerce et le développement. Les pratiques commerciales unilatérales et la coercition économique ont un effet délétère pour de nombreux pays. Ceci inclut les embargos, l'embargo économique contre Cuba, qui cause des dégâts considérables depuis des années à l'économie cubaine. Cet embargo injuste doit être levé au plus tôt. In the midst of global trade, face à l'incertitude commerciale actuelle au niveau mondial, l'Afrique offre un exemple de collaboration constructive et de coopération grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, utilisée comme moteur de la croissance et du développement durable. Cette zone de libre-échange, cet engagement, vont devenir le pilier central de la coopération économique et de l'intégration de nos pays. Dans le cadre des efforts déployés pour construire des économies plus solides, la présidence sud-africaine du G20 a lancé un comité extraordinaire d'experts indépendants pour remédier aux inégalités, avec à sa tête le professeur Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Et ce comité va bientôt publier le premier rapport sur les inégalités aux dirigeants du G20 lors de la réunion de Johannesburg. Le changement climatique constitue une menace inédite. Nous échouons à protéger l'humanité en échouant à remédier au changement climatique. Les changements climatiques entravent la croissance dans de nombreux pays, notamment dans les pays du Sud. L'Afrique est la moins responsable des changements climatiques. Mais de nombreux pays du continent africain sont les plus touchés par les effets du changement climatique, avec des phénomènes météorologiques extrêmes comme des sécheresses et des inondations qui aggravent l'insécurité alimentaire, entraînent un déplacement des populations et endommagent les infrastructures, entraînant également des pertes de moyens de subsistance. Nous devons donc prendre des engagements conformément aux principes directeurs des responsabilités communes mais différenciées. Le secrétaire général a récemment indiqué
que les dépenses, le secteur de la défense, ont atteint récemment un record, alors que le monde n'arrive pas à tenir ses promesses essentielles en matière de développement. Nous fabriquons des bombes, alors que nous devrions construire des infrastructures sociales pour améliorer le quotidien de nos peuples. Nous menons des guerres qui sèment la destruction, alors que nous devrions lutter contre la pauvreté et renforcer les moyens de subsistance de nos populations vulnérables. Nous devons agir résolument pour faire taire toutes les armes partout dans le monde pour atteindre l'objectif du développement durable et de la paix mondiale. Je suis convaincue qu'il est possible d'atteindre cet objectif. Alors que nous fêtons le 80e anniversaire des Nations Unies, l'importance et la pertinence de cette organisation et les différents processus internationaux pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale sont pourtant sapés par certains. D'aucuns utilisent de plus en plus l'action militaire violant le droit international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a démontré son inefficacité sous sa forme actuelle, dans sa composition actuelle. Il n'arrive pas à s'acquitter du mandat que lui a pourtant confié la Charte en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'Afrique du Sud reste vivement préoccupée par l'érosion de la crédibilité du Conseil de sécurité et par son incapacité à assurer le respect du droit international, son incapacité à faire rendre des comptes. La situation humanitaire en RDC, au Soudan, à Gaza et ailleurs se détériore. Et nous sommes préoccupés lorsque nous voyons que certains pays continuent de violer le droit international et continuent de faire fi des décisions et résolutions des Nations Unies, ou des ordonnances de la Cour internationale de justice. La création du groupe de La Haye vise à réaffirmer la primauté du droit international en s'attachant à promouvoir la redevabilité, en garantissant le soutien pour la paix durable. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas accepter que des membres de cette organisation continuent délibérément de violer sans conséquence la charte que nous nous sommes tous engagés à faire respecter. Des nations se sont engagées à respecter la Charte des Nations Unies. Et en tant que nation ayant pris cet engagement, nous devons faire respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, conformément à la demande présentée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. Un consensus mondial se fait jour. Un consensus mondial se fait jour quant au fait qu'Israël commet le génocide à Gaza. Pas plus tard que la semaine dernière, la commission d'enquête internationale indépendante a déclaré qu'Israël était responsable de génocide à Gaza. Les Palestiniens continuent d'être victimes du génocide et nous devons donc agir. L'Afrique du Sud a agi dans l'intérêt de sauver des vies en insistant pour que la Cour internationale de justice rende une décision attestant de la commission de génocide à Gaza et rappelant que ce génocide doit cesser. Nous sommes ici devant vous pour le dire, ce génocide doit cesser. Nous nous félicitons de la réunion de haut niveau historique qui s'est tenue hier sur la solution des deux États dans cette même salle de l'Assemblée. Ceci démontre bien la détermination de l'écrasante majorité. La majorité de pays, c'est-à-dire aujourd'hui plus de 142 pays. 142 pays et plus qui estiment que les Palestiniens méritent un État pacifique, vivant côte à côte avec Israël. État pacifique. Et beaucoup appellent de leur vœu cette existence de deux États côte à côte. Il faut donc tout faire pour que cette solution soit viable, pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Tous ceux qui peuvent agir dans ce sens doivent le faire. Un nombre croissant de pays reconnaissent enfin l'existence de l'État de Palestine. Nous attendions cela depuis longtemps et nous avons
comme responsabilité, en tant qu'État membre des Nations Unies, de réaffirmer le droit à l'autodétermination également du peuple du Sahara occidental. La toute première résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, en janvier 1946, demandait l'élimination des armes atomiques. La résolution a été adoptée peu après l'utilisation catastrophique des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki, faisant des milliers de victimes. Des décennies plus tard, nous n'avons pas beaucoup avancé dans la réalisation de notre engagement en faveur du désarmement nucléaire. L'an prochain, en 2026, l'Afrique du Sud va présider la première conférence d'examen du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ce traité réaffirme qu'il n'y a pas de plus grande garantie de non-prolifération que l'interdiction complète des armes nucléaires. Et je suis heureux d'apprendre qu'un certain nombre de dirigeants se sont exprimés ici même pour marquer leur opposition à l'utilisation d'armes nucléaires. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du plan d'action de Beijing, véritable feuille de route pour parvenir à l'égalité femmes-hommes, pour assurer l'autonomisation des femmes et des filles du monde entier. L'Afrique du Sud réaffirme son attachement indéfectible à l'autonomisation des femmes et à leur participation pleine, entière et véritable à tous les aspects de la vie. Et nous appuyons également l'idée de l'élection d'une femme à la tête de l'Organisation des Nations Unies. L'anniversaire de la conférence de Beijing nous rappelle notre responsabilité commune, celle de promouvoir les droits humains, la dignité et la justice pour tous et toutes, car nous sommes tous égaux, hommes et femmes. Il n'y a aucune raison de continuer d'empêcher les femmes du monde d'avancer. Je voudrais également saluer le travail des institutions spécialisées des Nations Unies et des fonds et programmes. Nous devons également nous intéresser à toutes les institutions liées au système commercial multilatéral. Alors que nous fêtons le 80e anniversaire des Nations Unies, nous devons saisir cette occasion pour édifier des Nations Unies plus solides pour les 80 prochaines années. Nous avons besoin d'une organisation plus solide, plus forte, une organisation fondée sur l'engagement renouvelé en faveur de ces principes fondateurs. Nous devons relancer les négociations sur la réforme du Conseil de sécurité dans le cadre de négociations intergouvernementales à l'Assemblée générale, y compris en relançant des négociations fondées sur un texte. Le Conseil de sécurité doit rendre des comptes. Il doit également être représentatif. Il doit être démocratique. Et il doit pouvoir s'acquitter efficacement de son mandat. Nous ne pouvons plus accepter qu'une grande portion de la population du monde ne soit pas représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mon propre continent, l'Afrique, a 1,4 milliard de personnes, l'Amérique du Sud aussi, est dans une situation analogue, en ce sens qu'elle n'est pas non plus représentée. C'est inacceptable. Ceci doit cesser. Nous voulons être représentés au Conseil de sécurité. Nous nous réjouissons d'avance de coopérer avec le secrétaire général dans le cadre de l'initiative ONU 80 pour veiller à ce que notre organisation soit plus efficace et plus efficiente. Les mandats confiés par les États membres doivent être mis en œuvre et les changements structurels nécessaires doivent intervenir dans l'ensemble du système des Nations Unies. Les programmes qui doivent être modifiés doivent l'être. Face à la crise de financement, les Nations Unies doivent pouvoir tout de même s'acquitter de leur mandat. Et l'initiative ONU 80 est importante pour préserver l'intégrité du système multilatéral et pour faire respecter le droit international. Enfin, notre appartenance aux Nations Unies reflète notre détermination à agir tous ensemble dans l'intérêt de l'humanité.
Cet anniversaire nous invite à réfléchir à nos réalisations et à tracer la voie de l'avenir pour bâtir une organisation à même de répondre à nos défis communs. Nous devons être à la hauteur de l'occasion et nous devons déployer tous les efforts possibles ensemble afin de garantir la liberté sociale, politique et économique de l'humanité. Nous devons réaffirmer que cette liberté est indivisible et que le déni des droits d'une seule personne est une atteinte à la liberté de chacun d'entre nous. Nous devons réaffirmer que la dignité égale, nous devons réaffirmer la dignité, la valeur égale de toute personne et nous devons laisser personne de côté. Nous devons non plus laisser aucun pays de côté. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président